deux personnes je dirais, deux personnes qui en portent lourd sur leurs épaules pour connaître un petit peu leurs interventions et leur milieu et qui sont, je le dirais tout de suite, très courageuses. Enfin, moi, quand je vois ce qu'elles font et ce qu'elles accomplissent et dans quelles conditions elles le font, je les trouve vraiment très courageuses. Alors, je vais passer la parole en premier à Kautar. Puis, pareil, je vais les laisser se présenter puis expliquer leur contexte. Et puis, on passera ensuite à des questions. Alors, Kautar, à toi la parole. Parfait. Merci tout le monde. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Donc, j'ai fait une petite présentation concernant notre milieu. Moi, je suis vraiment en intervention sur terrain direct, là. Donc, je vais partager avec vous une petite présentation. Donc, qui suis-je? Je suis intervenante psychosociale en intervention en psychosociale au programme jeunesse, personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse de Montréal. Parce que vous savez, ici à Montréal, on a 2 DPJ, donc DPJ de Montréal pour les familles allophones et francophones, et la DPJ BATCHA pour les familles juives et francophones. Donc, je suis intervenante depuis presque 12 ans maintenant. J'étais formatrice en intervention interculturelle. Puis j'avais toujours un intérêt pour tout ce qui est interculturel, tout ce qui est formation, tout ce qui est apprentissage et tout. Lorsque j'ai commencé, j'étais la nouvelle immigrante intervenante qui vient nous montrer comment faire chez nous. Donc, c'est comme ça que j'ai développé cet intérêt-là pour aller vers la médiation puis voir comment faire pour le rapprochement, pour créer les ponts entre les différentes communautés. Donc, je travaille sur terrain en application de mesures. Donc, je vais commencer. J'avais prévu la faire plus tard, mais je vais commencer par ça. Donc, pour intervenir en protection de la jeunesse, il faut absolument un signalement. Donc, il y a quelqu'un qui est inquiet pour l'enfant et signale. Et après ça, ça part à la réception de traitement de signalement pour passer à l'évaluation et l'orientation. Mon travail à l'application de mesures commence à ce niveau-là. Donc, lorsqu'il y a une entente, si les parents sont d'accord sur les mesures de compromission ou bien s'ils ne sont pas d'accord, puis il y a un juge qui a décidé pour la fin des mesures. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va prendre beaucoup de temps pour expliquer c'est quoi puis qu'est-ce qu'on fait. C'est juste pour démontrer que normalement, mon travail à moi commence ici. Par contre, lorsque je parle de la médiation interculturelle, ce que je veux signifier, c'est qu'on n'insiste pas, puis M. Jamaldine l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas juste une résolution de conflit, parce que lorsque je parle à tous mes collègues, je parle dans le milieu, c'est quoi la médiation interculturelle? La plupart l'associent à la gestion de conflits et l'associent aussi à l'immigration. Non, c'est la médiation interculturelle, ça peut être entre un client qui porte une culture et l'établissement qui porte une autre culture différente. Donc, on peut faire de la médiation interculturelle. Donc, c'est un métissage entre l'approche interculturelle et la médiation. C'est un processus de flexible basé sur les principes de la communication, de la négociation, de la divulgation, de la formation. Revenons à moi. Qu'est-ce que je fais sur terrain? Donc, j'applique la médiation interculturelle. C'est pour ça que j'ai changé de diapo, parce que normalement, j'applique la médiation interculturelle dans tous les jours, dans toutes les sphères, dans tout ce qui est le monde politique, religieux, économique et tout ça. C'est là où il y a interaction avec un autre différent. Donc, il y a un cadre de référence différente, une culture différente, une façon de faire différente. Là, il y a des préjugés, des discriminations, des conflits en lien avec des enjeux culturels. Donc, on l'applique partout. Dans le cadre de mon travail, c'est la médiation interculturelle. Moi, je l'ai illustré avec les différentes cartes d'action comme ça. Donc, la médiation, je fais de la prévention, de la promotion, défense de droits, résolution de conflits, formation, sensibilisation. Vous allez me dire, c'est trop de faire ça en même temps, mais c'est quelque chose qu'on explore petit à petit. Et je vais vous parler plus tard de mon expérience dans mon stage d'essai. J'ai insisté pour faire de la médiation au sein de la protection de la jeunesse. D'ailleurs, c'est le titre de mon essai. C'est la protection de la jeunesse et la médiation interculturelle. C'est vraiment une expérience exceptionnelle parce que dans mon organisation, on était très développé. C'est les Centre-Sud maintenant, après la fusion de 2015. Si vous connaissez la fusion, la réforme Barrette et tout.
Avant, on était Centre Jeunesse de Montréal. Il y avait le programme jeunesse et la direction de la protection de la jeunesse. Mais avec la fusion Barrette, on est devenu CEUS. Donc, on essaie d'appliquer. On était très avancé dans ce que c'était Centre Jeunesse. On était très avancé de tout ce qui est intervention interculturelle. Donc, on avait déjà des comités de la diversité qui étaient là depuis 1995. On avait des politiques sur la diversité qui a été créée en 2000, c'était le premier plan, puis 2004, c'était le deuxième plan. Donc, c'est juste ça pour vous dire qu'il y avait déjà des choses qui étaient sur terrain, déjà prêtes, mais il n'y avait pas de la médiation interculturelle. Il y avait de l'intervention interculturelle, il y avait de la sensibilisation, mais il n'y avait pas de la médiation interculturelle. Donc, moi, ce que j'essaie de faire comme médiatrice, que ce soit durant mon stage, que ce soit après le stage, c'est tout d'abord, faire un rôle préventif et non pas curatif. Donc, je n'attendais pas qu'il y ait des conflits pour le faire. Vous allez me poser la question, comment ça, un rôle préventif? Donc, je faisais des présentations dans des écoles, des universités, dans des organismes communautaires pour démystifier le rôle de la DPJ. C'est quoi la DPJ? Ça, on s'entend qu'on a une image négative là partout avec les médias, avec aller chercher juste les cas qui, sans expliquer l'autre côté, l'autre facette, expliquer juste ce qu'ils veulent montrer. Donc, on est là pour vraiment faire de la prévention, pour expliquer c'est quoi vraiment la loi sur la protection de la jeunesse, c'est quoi ça. D'un autre côté, sensibiliser les intervenants sur la réalité des familles immigrantes, le parcours migratoire, l'histoire de la famille, par où ils ont passé, les traumas, l'impact de tout ça sur eux. Donc, la co-création des passerelles, depuis tout à l'heure, on parle des passerelles, des ponts et tout, mais il n'y a pas juste la création des ponts, mais permettre aux gens de circuler sur ces ponts-là, d'aller d'une rive à l'autre, faire la circulation sur ces ponts-là, mais comment ça? C'est à travers des réflexions, des conciliations, des dialogues, de la négociation. Donc, j'ai essayé de créer cet espace-là de dialogue avec les familles intervenantes. Parce qu'on s'entend, lorsque une famille reçoit l'intervention de la DPJ, c'est la catastrophe. Ils vont m'arracher mes enfants. Ils vont m'enlever les enfants. Donc, ils sont dans un cadre vraiment direct, là. Ils ne sont pas dans une position d'écoute ou de compréhension et tout. Donc, il fallait les rassurer, créer des liens, leur assurer des espaces pour parler, pour les écouter comme il faut. Et pour les intervenantes, au lieu de rester focusées sur, voilà la compromission, parce que veut pas, on travaille avec une loi sur la protection de la jeunesse qui est bien définie sur les motifs de compromission. Donc, essayez d'aller chercher les multiples dimensions qui entourent la situation. La dimension sociale, la dimension familiale, la dimension de l'immigration. Tout ça, essayez de comprendre la situation dans sa globalité et non pas voir le signalement qui est rentré, pourquoi l'enfant est comme ça négligé, par exemple, une négligence sur le plan alimentaire. Donc, voir toute la situation, ces parents-là, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se fait qu'il y a de la négligence, c'est quoi leur histoire, c'est quoi leur parcours, et le plus important de ça, qu'est-ce que la société d'accueil offre comme service pour pallier à ce manque-là. Donc, si je prends par exemple, on a plusieurs familles décident de l'immigration, demandeurs d'asile, que les enfants sont signalés pour négligence, surtout les bébés, manque de stimulation, négligence sur le plan éducatif. Mais en comparaison, on n'offre pas des milieux de vie, des milieux de garde subventionnés pour les demandeurs d'asile. Et ça, c'est ma bataille maintenant comme médiatrice. Je travaille sur ça parce qu'on dit, on blâme des parents pour manque de stimulation. Déjà, ces parents-là n'ont pas reçu ça comme éducation dans leur enfance. Ils ont passé par des étapes très traumatisantes dans leur vie. Ils ont essayé pour assurer un bon avenir à leur enfant de le ramener à ce pays-là. Puis après ça, on les blâme parce que les enfants ne sont pas stimulés, alors que nous, comme société, on n'offre pas ce milieu-là. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir au lieu de dire c'est des parents négligents. C'est comme je vous ai dit, insister sur des enjeux culturels et non pas rester juste avec la vision globale. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on évolue, on fait l'évaluation d'une situation, on fait l'évaluation selon nos propres valeurs, nos propres normes, même les lois qui sont imposées selon la valeur de la société d'accueil. Et tout ça qu'il faut vraiment travailler puis faire des réflexions pour avoir une bonne analyse de la situation.
Donc, la posture que moi j'adopte comme médiatrice interculturelle, j'essaie d'être neutre et impartiale. Je ne peux pas être neutre à 100% parce qu'il y a ma culture que j'ai intégrée depuis que j'étais petite qui influence ma façon de réagir, la façon de penser. Mais juste le fait de faire une décentration, se distancier un petit peu de ma culture, être consciente que ma culture peut influencer mes réflexions, ça peut m'aider. Autre chose, je ne fais jamais de la médiation interculturelle dans les dossiers dont je suis personne autorisée parce que je fais partie. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, je fais plus de la médiation entre famille, école, famille, intervenantes, d'autres intervenantes, entre des organismes et la DPJ. Donc, mais je ne peux pas faire la médiation avec mes familles. Par contre, je peux appliquer des choses que j'applique durant les rencontres de médiation avec mes familles. Par exemple, l'écoute active, le reflet, la prendre en considération, l'espace neutre et tout ça, je peux le faire. Donc, je ne suis pas expertise, on l'a dit tout à l'heure. Les médiateurs ne sont pas des experts de la situation, mais ils sont experts et sont responsables du processus de la médiation. Ceux qui sont experts de la situation, c'est les personnes concernées. Donc, si c'est dans un conflit, c'est les deux parties. Si c'est une organisation ou quoi que ce soit, c'est les personnes. Le médiateur est responsable du processus de la médiation et non pas de résultat. Elle est là pour faciliter le rapprochement, elle est là pour rassurer le milieu de rapprochement, mais c'est les autres, parce qu'à travers les réflexions qu'ils font, qu'ils vont arriver à des résultats. Donc, pour moi, c'est le médiateur, c'est un catalyseur. Donc, il catalyse, et c'est ce que j'essaie de faire à travers des choses, parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas un service de médiation interculturelle, et ça, c'est mon souhait là. C'est ce qu'on va faire. En fait, j'ai commencé, mais comme je vous ai dit, j'étais déjà formatrice, je donne la formation interculturelle, mais je ne touchais pas à la médiation. Donc, je suis allée faire ma maîtrise, puis durant les projets qu'on travaille en équipe, puis après ça, à travers mon stage, j'ai essayé d'appliquer au fur et à mesure. Donc, je n'attendais pas la fin de la formation pour appliquer la médiation. J'étais vraiment, j'apprends les choses samedi, lundi, j'applique. Donc, c'était une formation continue sur terrain. Mais ce que j'ai appris le plus, là, c'est durant mon stage. Parce que j'ai choisi de faire le stage en médiation interculturelle, en protection de la jeunesse, parce que j'ai constaté qu'à notre niveau, comme je vous ai montré lorsqu'on arrive ici, à l'application de mesures ici, là, la poussière a tombé. Les parents savent maintenant c'est quoi la DPJ. Donc, plusieurs parents qui sont passés devant le juge et tout, une fois qu'on commence à travailler avec eux, ils disent, bien, si je le savais, je n'allais pas vraiment contester pour aller devant le juge. J'allais directement vers une entente mesure volontaire qui est un contrat qui a la même valeur que l'ordonnance d'un juge. Mais là, j'ai dit, si ces parents-là arrivent jusqu'à ce stade-là pour constater qu'il y a possibilité de vraiment faire des ententes, pourquoi ne pas commencer dès le début de faire de la médiation ici, à cette étape-là, la première étape, avant l'évaluation de la situation, pendant l'évaluation de la situation. Pourquoi pendant? Parce que à l'évaluation de la situation, c'est là que les intervenantes évaluent ce qu'ils ont reçu comme information. Donc, c'est là qu'ils vont analyser la situation pour voir si la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis ou non. Donc, si on arrive à analyser la situation de façon globale avec les différentes dimensions, ça sera très bénéfique pour la suite. Parce qu'au lieu de dire, par exemple, l'enfant est victime de négligence ou l'enfant est victime de ça ou ça, ça peut changer notre vision. Ça se peut qu'après ça, on se rend compte que non, l'enfant n'est pas victime de la violence, n'est pas victime de la négligence. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Les parents, ils veulent l'inscrire à une garderie, mais la garderie n'accepte pas les enfants de demandeurs d'asile. Donc, est-ce que c'est la négligence de la part des parents? Donc, c'est tout ça qu'on essaye de comprendre dès le début au lieu d'aller plus loin dans le processus. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de vraiment de faire mon stage là-bas pour commencer dès le début, puis aussi pour approcher les familles et les intervenantes, sensibiliser les intervenantes à la réalité des familles, puis
expliquer aux familles c'est quoi la loi exactement, c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs responsabilités comme parents, c'est quoi la loi sur la protection de la jeunesse. Parce qu'il y a plusieurs qui ne savent pas qu'ils ont le droit d'être accompagnés, le droit d'être consultés, le droit de donner leur point de vue. La plupart ne savent pas ça. La plupart, ils associent la DPJ au gouvernement. Puis on s'entend quand plusieurs immigrants, je ne dirais pas tous, mais il y en a qui ont une mauvaise relation avec le gouvernement de leur pays. Donc, lorsqu'il dit DPJ, c'est le gouvernement, ça y est, je bloque la porte. Par contre, lorsqu'on commence à travailler sur la sensibilisation, sur la promotion et tout ça, les portes s'ouvrent petit à petit. Oui, mais je vais dire les retombées. Durant le stage, j'ai traité, c'est un stage de 3 mois, on s'entend, j'ai traité 12 dossiers. Dans ces dossiers-là, on a 12 qu'on a fait la situation de façon complète, 8 qu'on a fait la co-création des passerelles entre l'école et la famille. J'ai joué le rôle de médiatrice famille-école parce que les écoles nous appelaient pour dire les parents ne viennent pas aux rencontres des parents, les parents ne répondent pas, les parents n'envoient pas une boîte à linge. Donc, il y a une réalisation du processus complet de la médiation interculturelle parce qu'on ne travaillait pas juste entre groupes, mais j'ai fait de la médiation intrafamiliale entre personnes, entre maman et fille. Mais ça, je continue parce que les choses que j'ai commencées au stage, je les continuais par la suite dans mon travail présentement. Donc, je continue à l'appliquer. Donc, c'est le processus complet. Une fille qui est née ici, qui a grandi avec la culture de la société d'accueil et la mère qui vient d'ailleurs avec la société de la culture de son pays. On a commencé le processus de la médiation pour une fille et sa mère. On a appliqué la médiation interculturelle dans les cas de conflits famille, école, CLSC, dans 3 dossiers. Et ça, c'est le processus complet. Pré-médiation, médiation, post-médiation. Processus clinique avec les intervenants sans intervention directe sur terrain. C'est lorsque je rencontre les intervenants, je leur parle de la situation, on essaie de voir les différentes dimensions. Je ne joue pas le rôle de consultant parce qu'on a déjà une clinique de consultant transculturel. Moi, c'est plus la médiation sur terrain, ce n'est pas de la consultation. Je joue le rôle d'interprète interculturel dans plusieurs. La réalisation des choses qui j'étais très fière, c'est éviter le placement d'un bébé de 4 jours. Parce que lorsque j'étais avec l'intervenant, on allait avec le banc d'auto pour que l'intervenant place le bébé. Elle était encore à l'hôpital Rosemont. Puis j'ai dit non, attends, laisse-moi une chance, je vais tenter avec la mère une certaine médiation, puis on va voir que ça va donner. Donc, elle était à l'écoute, elle était ouverte. J'ai fait des rencontres avec la mère toute seule, j'ai fait de la rencontre avec la tante, rencontre avec l'intervenant tout seul. Finalement, la tante a accepté d'héberger sa sœur chez elle, puis a accepté les bébés. On a signé une entente de 30 jours pour voir comment ça va se passer avant de dire on va où, est-ce qu'on la place vraiment une famille d'accueil ou non. Après 30 jours, on est retourné chez la tante. La fille se comportait super bien avec la mère. Puis à la fin de mon stage, la mère avait intégré son appartement avec sa petite. Donc ça, c'est la meilleure réalisation dont je suis vraiment fière. Je vais passer la parole à Djeneba, puis après je reviendrai à vous selon le temps qu'on a pour voir plus au niveau des enjeux que tu as rencontrés. Merci Kautar. Alors, Djeneba. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc je vais essayer de faire très simple et vite pour ne pas vous perdre parce que je pense que vous êtes là depuis ce matin, puis il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Donc, je vais aller vraiment à la spécificité parce que comme Kautar, je pourrais parler jusqu'à demain matin de la clinique, mais je vais retenir les aspects qui pourraient être importants. Moi, j'arrive comme, pas un cheveu sur la soupe là, mais je ne suis pas médiatrice interculturelle. Je suis travailleuse sociale qui croit en la médiation interculturelle. Et puis, je vais vous présenter un peu ce que je fais. Je vais voir si je peux partager mon PowerPoint. Vous allez voir, ça va être très court, c'est pas long. Parfait. Donc, je suis très contente, comme je vous disais, d'être là. Et comme Kautar le disait, nous, on est
enfin je crois, hein, qu'on est un espace de médiation interculturelle. La clinique transculturelle de l'hôpital Jean Talon, on existe, ça fait longtemps quand même. Je pense que je vais vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, un petit mot sur moi. Je suis née en Côte d'Ivoire. Je vais me présenter à la façon qu'on se présente à la clinique transculturelle. Je suis Djeneba Traoré, je suis née en Côte d'Ivoire, je suis au Québec depuis 15 ans et je suis à la clinique depuis 7 ans. Dans ces 7 ans, j'ai été professionnelle bénévole et depuis 3 ans comme travailleuse coordinatrice de la clinique. On décline certaines parties de notre identité comme ça, qu'on reçoit les familles pour les mettre à l'aise, les sécuriser. Et ça a un effet insoupçonné, ça fonctionne. Ça les met tout de suite en confiance dans le groupe qui va les recevoir pour travailler avec eux. Et je suis travailleuse sociale, j'ai fait ma maîtrise à l'UQAM et puis dans cette maîtrise-là, j'ai croisé Jamal Eddine Tadlaoui qui m'a donné la piqûre pour la médiation, mais moi j'étais intéressée par les enjeux interculturels. Fait que, comme disait aussi Guissé, on est en milieu convaincu. C'est toujours le petit pincement de cœur là. Quand on est là, on se dit, bon, on parle entre convaincus là, mais bon, on se dit que les convaincus vont aller relayer ce qui a été dit ici quand même. Voilà, donc la clinique transculturelle, ça existe plus longtemps que vous pensez. Ça a commencé depuis 1993. C'est parti d'un constat de l'échec des thérapies standards classiques à l'égard des populations immigrées. Et c'est à ce moment aussi que les enjeux de tout ce qui est approche interculturelle ont vu le jour au Québec et puis il y a eu un mouvement. Et la clinique a vraiment écrit ces lettres de noblesse là, dans les années 2000, où il y a plusieurs praticiens qui sont venus de France pour implanter vraiment le mouvement. Maintenant, en 2019-2021, je pense qu'on a quand même une légitimité. Vous allez voir dans les slides qui suivent pourquoi. Parce qu'on travaille avec des gens de partout. On travaille beaucoup avec les centres jeunesse, les CLSC, les services sociaux, services communautaires, milieux scolaires. Donc, c'est un peu tout ce monde-là, je pense, qui est réuni autour de l'écran même aujourd'hui. Et pourquoi les gens nous contactent? En général, dans des dossiers où il y a des nœuds. Et on parle de nœuds en général dans le contexte de l'intervention quand on se rend compte qu'à un moment donné, on n'avance plus. Il y a un blocage, on ne sait pas comment avancer. Et on est un service en santé mentale parce qu'on fait partie de la direction des services de santé mentale et dépendance. Mais il faut voir plus large que ça. Parfois, quand les familles arrivent, ils voient psychiatrie transculturelle où il y a comme un blocage. Psychiatrie, ça veut dire je suis fou et tout. Non, non, non. Il y a des dossiers où on a l'impression que il y a la composante culturelle qui joue un rôle. Il y a des problématiques parce qu'on travaille avec des gens souvent qui ont vécu un parcours migratoire. Le parcours migratoire en lui-même peut quand même affecter le bien-être. Parce que quand on parle de santé mentale, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très grave comme les gens peuvent penser, mais c'est un manque de bien-être. Et dans le parcours migratoire, il y a souvent ça. Dans les étapes qu'on ne va pas décortiquer ici, là, il peut y avoir quand même une rupture au niveau de cet équilibre mental-là. Donc, il va y avoir plusieurs choses pour lesquelles les gens vont venir nous voir. À la fois les intervenants. Ce sont les intervenants qui nous consultent en premier lieu pour voir comment on peut aider les intervenants. Et Kautar, on a travaillé dans plusieurs dossiers où elle me dit « Allô, Djeneba, on a besoin de la clinique pour nous supporter dans un dossier. » Et c'est un peu comme ça qu'on œuvre. On a aussi, on fait aussi de la prévention, donc on donne des formations. On a pu des institutions, par exemple, l'année prochaine, on va former une cohorte de juges qui nous a approchés pour dire OK, on a besoin de votre aide. La clinique transculturelle, ce n'est pas juste moi, on est plusieurs. Il y a une équipe derrière, une équipe permanente et une grande équipe de professionnels bénévoles. J'en étais avant. Et c'est tout ce beau monde-là qui va supporter les familles et les intervenants. On ne va pas parler des approches parce que
ils en ont parlé depuis ce matin. J'aimerais juste dire par rapport à l'approche interculturelle qu'il faut vraiment la voir dans la perspective de révisitation, parce que l'approche interculturelle telle qu'elle est partie dans les années que je viens de mentionner, ça ne suffit plus face aux problématiques de maintenant. Il faut l'ouvrir, il faut la décloisonner. Et l'élément sur lequel je vais insister aujourd'hui, c'est peut-être plus le troisième point. Mais pour arriver au troisième point, si on n'a pas fait les deux premiers points, ça ne sert à rien. Donc, nous, on va faire beaucoup de médiation et de négociation, mais il y a comme une kyrielle d'intervention qu'on a en tête en intervenant avec les familles. Et peut-être, je ne sais pas, ça, je vais prendre peut-être une minute pour expliquer parce que je ne pense pas qu'on en ait parlé depuis ce matin. Donc, au-delà de toutes ces approches-là, nous, on travaille avec l'approche ethnopsychiatrique ou transculturelle. Vous verrez ces deux termes-là dans la littérature. Donc, ce qu'on regarde, c'est le problème du point de vue de la culture occidentale. Comment est-ce que c'est expliqué? Et puis, comment on explique le problème dans la culture d'origine de la famille? Je me rappelle qu'on était allé faire un témoignage à la cour et puis il y a un avocat qui a demandé, c'est qui dans ce dossier-là, chez vous à la clinique, c'est qui est l'expert de la culture sri-lankaise? Et notre psychiatre qui l'a regardé avec un sourire, qui dit, mais monsieur, c'est la famille. Puis il regardait avec les grands yeux l'équipe. Après, il a décortiqué, il a expliqué pour dire que les familles, peu importe où est-ce qu'elles sont rendues, elles ont des outils. Donc, pour peu qu'on puisse les écouter, entendre, dérouler le discours, il y a plein de choses qu'elles peuvent nous apprendre. Donc, qu'est-ce que cela permet? Ça a été dit ce matin, on s'enrichit mutuellement, on se décentre bien sûr, mais on entend surtout la souffrance, la façon que ça se dit. Et pour ça, il y a des outils qu'on va utiliser, dont les précieux interprètes, parce que souvent les gens sont en réaction quand ils arrivent. Ben, pourquoi il y a des interprètes dans votre dispositif? C'est parce que je ne suis pas intégrée, donc vous pensez que je ne parle pas français, donc tout de suite vous m'allouez un interprète. Non, c'est pas ça. Même quand vous parlez parfaitement français, on a un interprète parce que c'est la langue du cœur. Il y a une dame, par exemple, qui disait à son intervenante de nous dire, parce qu'on demande les attentes de la famille, elle dit, je veux venir à la clinique parce que je veux parler des blessures de mon cœur. Donc, pour parler des blessures de votre cœur, si vous êtes très à l'aise dans votre langue maternelle, quoi de plus agréable pour parler de ces blessures-là? Donc, c'est des choses comme ça qu'on va utiliser, mais ça ramène encore la compétence des familles. La médiation interculturelle dans notre clinique, comment ça se fait? C'est d'abord par la composition même de notre équipe qui reçoit les intervenants, qui reçoit les familles. Donc, on a un dispositif. Si vous voulez savoir un peu plus, là, n'hésitez pas, il y a des courriels. Je pense qu'on est en famille ici. Comme on dit là, à nos familles qu'on reçoit à la clinique, on dit c'est une famille d'intervenants qui accueille votre famille. Donc, on a un groupe de co-intervenants. Il y a toujours un thérapeute principal qui va expliquer les choses et puis on reçoit une famille. On essaie en fait de créer, vous savez, dans plusieurs cultures, sont de type communautaire. Donc, on essaie de recréer, par exemple, quand je prends un exemple comme ce que Kautar expliquait, là, la DPJ, souvent les gens, ils arrivent ici et puis c'est très compliqué, la femme peut accoucher, il n'y a pas tout le support de maternage autour et on va leur expliquer ça. Ici, nous, les intervenants, on fait partie de cette équipe-là et puis on va leur expliquer que leurs intervenants, même s'il n'y a pas forcément d'alliance, tout ça, ça fait partie de leur système et puis ça peut être une nouvelle famille. Et notre dispositif d'équipe est multidisciplinaire. On a des psychiatres, on a des anthropologues, des professeurs en classe d'accueil. C'est très diversifié et c'est toutes ces têtes-là mises ensemble qui vont aider la famille. Parce qu'ensemble, on dit que c'est comme un casse-tête là. On peut faire le puzzle, mais chacun peut apporter un élément. Et en général, les familles trouvent que c'est quand même aidant d'avoir plusieurs éléments pour ouvrir les portes. Puis j'ai bien aimé ce que M. Guisset a dit parce qu'on utilise beaucoup les images dans nos interventions, les métaphores. On donne des choses pour ne pas que ça colle à la famille de faire sens de sa réalité, d'en prendre, d'en laisser et puis de repartir avec quelque chose. Et donc,
Donc, il y a plusieurs types de médiation. Les médiations ont une société différente, entre cultures différentes, valeurs différentes, entre univers, visions de monde différentes. Il y a une madame qui va venir nous dire que les jeans qu'elle voit, qui la fatiguent beaucoup, elle a trouvé une façon, en fait, de dealer avec son problème. Donc, elle nous explique, mais c'est parce qu'il y a l'espace pour entendre ça qu'elle peut nous expliquer. Et une fois que nous, on a entendu ce fait religieux-là, parce que c'est une madame très religieuse, tu ne peux pas dire que tu vas donner la médication, tu vas faire sa psychothérapie, mais tu ne vas pas tenir compte de tout ce qui est important pour elle. Puis ce n'est pas juste l'imaginaire, c'est construit et puis elle y croit. Et tu ne vas pas dire que tu ne veux pas entendre ça. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas entendre aussi, là, on est en équipe, on travaille sur nous, mais une fois que le cadre est là, on est là pour la famille. Donc, on va lui dire, par exemple, on va entendre sa réalité, puis on va lui dire, oui, est-ce que vous voulez que nous, on fasse équipe avec vous pour lutter contre ces djinns qui ne sont pas vraiment gentils. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, un djinn, c'est dans le fait religieux musulman, souvent, c'est un type de créature qui peut être maléfique. Et puis, souvent, les gens y croient. Donc, cette madame-là y croyait vraiment, là. Puis la façon qu'on fait sens de sa réalité en accueillant sa croyance religieuse, on voit qu'elle est réceptive et puis elle va de mieux en mieux au fil des rencontres. Donc, et à la médiation, bien sûr, en plusieurs langues. Il y a des gens qui vont être là, ils vont switcher du français. Même s'ils refusent le service d'interprète, naturellement, à un moment donné, ils vont commencer à parler leur langue maternelle. Mais il y a la place pour ça. Puis on accueille ça et on arrive à dénouer des problèmes ou des choses qu'ils ont refusées au départ, mais parce qu'ils se sentent portés par l'équipe, sans jugement, dans un cadre qui peut-être leur rappelle quelque chose de leur bagage culturel, de leur pays d'origine ou d'un espace religieux qui fait vraiment sens pour eux, ils arrivent à se déposer, à s'ouvrir et puis à tranquillement, l'image qu'on donne aussi en clinique, c'est que nous, on reçoit les familles qui sont comme dans un costume un peu trop serré. Donc, on essaie qu'ils repartent avec ce costume-là un peu plus lousse, un peu plus desserré là. Et puis, bon, on avance tranquillement. Donc, on a des défis, comme tout le monde, ça a été dit là, à l'appel depuis ce matin. Donc, c'est toujours l'enjeu de la reconnaissance, même si au départ, je disais qu'on est reconnu quand même, on est reconnu entre convaincus. Hein? Donc, nos collègues psychiatres, ils ont cet enjeu-là avec leurs collègues à eux parce que c'est pas quelque chose qui est très timide au niveau du DSM-5. C'est pas aussi fouillé que certaines maladies mentales ou certains enjeux en lien avec la maladie mentale. Puis les résultats sont pas comme des données probantes. Là. La famille va dire, ah, ça m'a vraiment aidé, nous écrire des courriels ou nous amener des choses pour nous remercier, mais ça reste que déjà, on est dans le domaine de la santé mentale. La santé mentale est le parent pauvre de la santé physique et puis, c'est pas tangible. Donc, on a cet enjeu-là. Puis, bien sûr, le temps et les ressources, vous savez, en santé mentale encore, parents pauvres, donc on a peu de financement. Notre équipe pourrait être plus grande que ça, mais notre équipe permanente est toute mini, mini, mini. On a nos formidables bénévoles, une trentaine, sans qui la clinique n'existerait pas. Et c'est tout ce beau monde-là qui essaye de faire du sens, de faire en sorte que les familles puissent écrire leur histoire, dire leur histoire. Et puis, on est quand même chanceux dans tout ça. On a quand même eu des avancées où on n'a pas de contraintes de temps, par exemple, de finir après un tel nombre de rencontres. Donc, ça, c'est pas moi qui ai peut-être participé à ça. C'est un travail de plusieurs années. Ils ont réussi ça quand même. Il y a des familles qui peuvent être suivies 2 ans, il y a des familles 7 ans, parce que c'est long, hein, l'immigration, là, les gens arrivent juste déposer leurs valises et puis pouvoir commencer à dire leurs histoires, ça prend du temps. Mais si je te dis, après 16 rencontres, c'est fini, peut-être toi, tu n'as même pas encore ouvert tes valises. Fait que